Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elton Mokolo, journaliste pour le Club des 5, Winamax TV, spécialiste foot espagnol. Donc, merci Elton d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Écoute, Julien, merci de m'accueillir et j'espère en parler foot et avec beaucoup de précision, ce qui est le plus important parce qu'on doit convaincre le public. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on va commencer par parler du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Donc voilà, tu es quelqu'un de reconnu maintenant dans le milieu. On peut le dire, grand journaliste, hein, ou futur très grand. Merci. Donc, tu suis un petit peu le Real Madrid cette année ou pas? Oui, évidemment, mais il n'y a pas un match que j'ai loupé du Real Madrid, sauf cas extraordinaire. Ça veut dire maladie qui m'a cloué au lit, mais ça, j'ai pas l'impression que ça s'est passé. C'est-à-dire sauf Covid, quoi, en gros. T'as tout regardé sauf Ouais, Covid. voilà, exactement. Ok. Et du coup, donc vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu penses du Real Madrid de Carlo? Il y avait beaucoup de personnes quand Carlo Ancelotti a signé qui étaient un peu, pas contre son arrivée, mais qui disaient, voilà, c'est du déjà vu. Au final, dans les stats, ça a l'air de, enfin, ça fonctionne. C'est pas que ça a l'air de fonctionner, c'est que ça fonctionne. Le Real Madrid marque des buts. Le Real Madrid est premier. Le Real Madrid a gagné la Super Coupe. On ne dira pas ce qu'on pense de la Super Coupe ici, hein, mais voilà, ça reste quand même un trophée qu'ils ont gagné. Ils sont en quart de finale de la Copa del Rey. Ils jouent contre Bilbao. Et il y a cette affiche contre le PSG bientôt. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses déjà du Real Madrid de Carlo Ancelotti depuis le début de saison? Alors déjà, pour revenir notamment à l'été dernier, moi j'étais quand même circonspect parce que j'aime pas souvent notamment les retours d'entraîneurs. Et donc par rapport à ça, on pouvait nourrir des interrogations. Carlo Ancelotti, c'est vrai que depuis son départ du Real, tu as eu le Bayern où ça s'est bien passé la première année, un peu moins la deuxième. Tu as eu Naples où ça s'est terminé avec notamment la mutinerie. Et enfin Everton où c'était plutôt anonyme. Alors le fait de le voir au Real Madrid, moi ça m'a quand même surpris parce que je pensais que du côté du Real, tu avais une volonté notamment d'aller chercher un autre entraîneur. Mais après, il y a une complexité par rapport au poste d'entraîneur du Real. C'est quelque chose à part. Et je pense que les dirigeants madrilènes, que ce soit Florentino Pérez ou José Sanchez, ont voulu notamment avoir un aspect beaucoup plus sécurisant avec la figure de l'entraîneur et rapatrier Carlo Ancelotti. Bon, il se trouve que quelques mois plus tard, ce choix est pour l'instant cohérent dans la mesure où le Real est compétitif sur tous les titres possibles. D'ailleurs, je crois que c'était Marca qui en plan plutôt As qui en parlait avec notamment la possibilité d'avoir un triplé au niveau national, ce qui n'était pas forcément gagné au début de l'été, parce que au début de l'été, on se dit l'Atlético de Madrid vient de remporter la Liga, l'Atlético de Madrid est dans une logique de renforcement, alors que du côté du Real, il y a notamment des interrogations quant à la charnière centrale, quant à l'évolution, par exemple, de l'attaque madrilène. Et il se trouve que quelques mois plus tard, tu as quand même gommé notamment ces problématiques, avec notamment Militao et Alaba qui donnent satisfaction, et l'éclosion, plutôt la continuité de la progression de Vinicius, qui te permet d'avoir non pas un lieutenant de Karim Benzema, mais une alternative. Et donc, par rapport à ça, on parlera aussi du milieu madrilène tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont satisfaisantes parce qu'on ne va pas se cacher. Le Real, sur l'année 2021, est la meilleure équipe espagnole. Et ça, on n'a pas attendu notamment le mois d'août pour le dire. Il y avait quand même eu un regain de forme sur la deuxième partie de saison 2020-2021 qui avait été constaté. Tu avais quasiment repris ton retard par rapport à l'Atlético de Madrid et tu n'es pas loin de remporter la Liga. À la dernière journée, tu es en lice pour remporter ce titre. Donc, ça reste un Real qui est compétitif, ça reste un Real qui est dangereux partout et ça reste un Real Madrid à considérer. Donc, par rapport à ce que j'envisageais, notamment du côté du Real, où on aurait pu, entre guillemets, accuser le coup après le départ de Zinedine Zidane, et ben là, on en a fait un non-événement. Et ça, c'était pas gagné. Est-ce que tu es surpris par Vinicius Junior? Non, je suis pas surpris. Pourquoi? Parce que moi, Vinicius, j'ai toujours considéré, parce que moi, j'ai déjà une appétence particulière pour les ailiers. Et moi, je pense qu'il faut les valoriser, surtout dans le football d'aujourd'hui, où on demande notamment un travail beaucoup plus collectif. On parle beaucoup de blocs, mais pas forcément de prise de risque, de créativité. Donc, par rapport à ça, quand tu as un profil comme Vinicius, il faut l'encadrer. Alors, bien sûr, il y a un impératif dans la mesure où ça reste le Real Madrid. Et le Real Madrid, moi, je dis toujours, c'est comme au Barça. L'avenir, c'est le présent. Et donc, tu dois avoir un rendement immédiat, tu dois avoir un rendement qualitatif. Il se trouve que Vinicius, il n'a pas toujours rempli ses critères. Mais je savais qu'à un moment donné, je pense que la balance allait s'équilibrer, que Vinicius allait commencer notamment à produire, notamment avec beaucoup de régularité, que ce soit des buts ou des passes décisives. Donc, moi, je suis plutôt content pour lui parce qu'on voit que c'est un énorme travailleur. C'est ce qui est rapporté notamment par la presse locale. Et au bout d'un moment, quand tu donnes au foot,
le football te le rend. Et donc, par rapport à ça, moi, je suis content pour Vinicius parce qu'il confirme notamment ce qui avait été les premières impressions, à savoir que c'est un joueur qui est courageux. Et ça, c'est quelque chose à valoriser. Un joueur qui est courageux, qui n'a pas peur de l'échec, alors qu'on est à un poste où on est soumis à beaucoup d'échecs parce qu'on ne remporte pas nécessairement tous ces duels quand on en a contre un. Et donc, par rapport à ça, Vinicius qui est performant, c'est tout bonus, tout bonus, pardon, non seulement pour lui, mais surtout pour le Real Madrid. J'ai rien à rajouter. À part que on pourrait aussi dire qu'il est positif. Et ça aide beaucoup dans le travail au quotidien. C'est Ouais, quelqu'un, comme tu dis, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Moi, je l'ai vu, je le sais. Euh, Mon avis, c'est que tout ce qui lui arrive, il s'est mérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de exactement, parce critiques. que ouais. Vas-y, vas-y. Il ne faut pas Vas-y, oublier vas-y. que le maillot du Real pèse énormément. Le maillot du Real pèse énormément. C'est une exigence mentale qui est particulière. C'est pas une exigence mentale que tu peux retrouver dans d'autres clubs avec tout le respect qu'on doit leur donner. Parce que jouer au Bernabéu, être soumis à la critique constante tous les 3 jours, c'est pas donné à tout le monde. Il y a eu des moments où Vinicius, il aurait pu baisser les bras. Quand par exemple, tu as Eden Hazard qui arrive à son poste, avec notamment un transfert onéreux, Vinicius aurait pu baisser les bras. Quand il a été remplaçant, je me souviens notamment du huitième de finale contre Manchester City, où il n'entre pas, alors qu'on l'attendait notamment comme un potentiel, comme une potentielle menace, notamment pour Real Madrid, et pas rentré. Il n'a jamais baissé les bras. Il y a aussi la pseudo-affaire avec Karim Benzema, parce que moi, pour Oui, moi, non, ça mais reste, ouais, moi, ça reste des choses de vestiaire, à savoir qu'il c'est ouais, y a exactement. l'adrénaline et tout. C'est Tu ça. dois, voilà, il faut se dire les choses franchement. Et donc, par rapport à ça, Vinicius a su notamment se relever. Et ça, c'est le propre d'une carrière, à savoir qu'une carrière n'est pas linéaire. Il n'y a pas que de la réussite, il y a aussi des moments de doute. Et des moments de doute, encore plus au Real Madrid, on demande de la force de caractère, et ben c'est quelque chose d'appréciable pour lui. Puis tu vas te dire, même la critique négative, ne peut pas être, ne peut que être positive aussi. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut dire que à ce moment-là, Benzema il le critique. Euh, Lui, il voit les images. Il n'a qu'une envie, c'est de, entre guillemets, faire fermer. Bref, voilà, tu as compris ce que je veux dire. Exactement. Donc, ça ne peut que être positif. Et il faut dire ce qui est, c'est qu'à ce moment-là, Karim Benzema avait raison, entre guillemets. Bon, voilà. Après, ça reste, comme tu dis, une affaire de vestiaire. Euh, c'est des coéquipiers, c'est des humains comme tout le monde. Tu as le droit d'avoir un coup d'énervement ou quoi aux caisses. Voilà, donc bon, je trouve ça pas. Enfin, on en a fait tout un pataquès, notamment en Espagne, parce qu'ils adorent ça. Exactement. Ils adorent ça, mais ça reste. Enfin, c'est des choses que tu le vois dans un vestiaire et dans un vestiaire comme ça, avec des grandes stars comme ça, c'est obligé qu'il y ait des critiques entre eux. Enfin, c'est logique. Enfin, voilà. Parle-moi de. Parce qu'un autre qui a été beaucoup critiqué aussi au début, c'est Eder Militao. Mhm. Il a fait une très grosse deuxième partie de saison l'année dernière. Tu as dit que le Real Madrid avait fait une grosse deuxième partie de saison l'an passé avec Zidane, notamment grâce à Militao, parce que c'est là où il a commencé à jouer au mois de février avec la blessure de Ramos et de Varane. Est-ce que tu trouves qu'avec Alaba, justement, il a trouvé son coéquipier, compagnon parfait pour la doublette à ce poste-là de défenseur central? Ce que j'aime bien, c'est la répartition des tâches entre les deux défenseurs, notamment dans la capacité à conditionner leur propre attaque, l'attaque du Real Madrid, notamment par leur capacité justement à envoyer des bons ballons dans les diagonales qui vont faire reculer la défense. On a beaucoup d'exemples, notamment le but de Vinicius contre le Real Madrid. On a aussi l'exemple contre Mallorca où ils sont capables justement d'avoir cette plus-value. Mais après, c'est surtout leur travail défensif parce que tu peux compter sur des défenseurs qui sont dans une logique d'avancée. Après, c'est dans la continuité de ce qu'on voit du côté du Real depuis l'époque Pépé, à savoir qu'on a besoin de compter notamment sur des défenseurs qui sont capables d'avancer, qui sont capables de vivre dans les grands espaces. Et par rapport à ça, c'est le profil totalement parfait, notamment Militao. Alors moi, je ne dis pas le restart aussi. Le restart, où tu avais quand même rendu de bons services, notamment du côté de Bilbao, un match qui avait été compliqué. Il y a aussi cette deuxième partie, bien évidemment, qui l'a bien aidé parce que quand Raphaël Varane a le Covid, quand Sergio Ramos n'est toujours pas là, il y a beaucoup d'interrogations sur comment le Real va arriver à bon port, que ce soit en Liga, mais aussi en Ligue des Champions. Et c'est à partir de ce moment-là que Militao il a commencé à grandir, il a commencé à s'affirmer comme un joueur qui n'était pas seulement un joueur de rotation, mais un joueur qui pouvait potentiellement être leader de cette Ouais. défense. Et raison pour laquelle je pense que le Real, quand il laisse partir Raphaël Varane, c'est parce qu'il voyait bien que l'évolution de Militao, la prochaine étape, c'était lui donner des galons titulaires. Et là, pour le coup, il répond. Alors, c'est vrai qu'il a connu un début d'année un peu moins bien, avec notamment Retafe et Barcelone, mais je pense que c'est contextuel et qu'on va revoir la meilleure version. Donc, content pour lui parce que c'est dans la continuité de ce qu'on voyait du côté de Porto et on l'avait bien identifié comme un défenseur qui pourrait être important dans un grand club. Il confirme, mais encore une fois, le Real Madrid s'est confirmé tous les jours et donc je pense pas qu'il va se relâcher tout de suite.
Je pense pas non plus. Il est bien parti pour continuer en tout cas. On va passer à Paris Saint-Germain-Real Madrid le 15 février. Grosse affiche de Ligue des Champions. Bon, les deux équipes sont premiers de leur championnat. Toi, tu suis aussi du coup le Paris Saint-Germain pour Winamax et pour le club des 5. C'est bien ça, ouais. Comment tu vois cette affiche aujourd'hui? Là, on est samedi 22 janvier, à ouais, 2-3 semaines du choc. Comment tu analyses? Moi, moi, je pose comment dire, la clé du match pour moi, le milieu de terrain, avec Casemiro, Kroos, Modric d'un côté et de l'autre, le Paris Saint-Germain. C'est pas trop où ils en sont à ce niveau-là. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? On est quand même sur un cas particulier quand on parle du PSG, notamment son milieu de terrain, parce que c'est le secteur le plus concurrentiel, mais c'est le secteur où tu n'arrives pas forcément à trouver une stabilité pour diverses raisons, à commencer par les performances. Wijnaldum, on sait qu'il n'est pas encore arrivé, notamment du côté de Liverpool. Herrera, c'est un peu moins bien. Idrissa Gueye, pardon, Idrissa va Gueye, ouais. revenir de la CAN. Et tu as Marco Verratti. Marco Verratti qui revient de blessure. Enfin, qui revient de blessure, ça commence à dater, mais par rapport à ça, il est quand même fragile. Et donc, c'est vrai que l'état du milieu de terrain du PSG pose question. J'ai oublié Paredes qui n'a toujours pas lancé Paredes. sa saison, alors qu'il était revenu auréolé du titre de champion des Amériques avec l'Argentine. Donc, il y a beaucoup d'interrogations quant à la manière dont le PSG va construire son milieu de terrain. Et on sait que tu vas affronter un milieu de terrain madrilène qui se connaît, mais sur le bout des doigts. Et donc, par rapport à ça, on sait que le milieu de terrain du Real Madrid, on l'a encore vu contre Bilbao, et ça a été un exercice, une démonstration de force. C'est que quand ils sont comme ça, ils sont impressables. Donc, à voir comment, notamment, le milieu de terrain du PSG va réussir à résoudre cette équation incarnée par Kroos, Modric, Casemiro, et donc être en mesure, notamment, d'être compétitif. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ce milieu de terrain du PSG, à savoir qu'il y a beaucoup d'instabilité. Et dès lors que tu as de l'instabilité, notamment au milieu de terrain, ça reste quand même compliqué. Après, c'est vrai que quand tu as quand tu as la chance de compter notamment sur une force offensive qui est peu commune en Europe, c'est vrai que tu as tendance notamment à te reposer là-dessus, mais je C'est n'oublie pas ça. que le milieu de terrain du PSG aura un rôle à jouer, notamment face au Real Madrid. Dans le cas où le PSG joue en 4-3-3, parce que ça parle beaucoup aussi dans la presse française d'un potentiel 3-5-2, donc 4-3-3, du coup, avec Akraf à droite, est-ce que tu penses aussi que le Real ne devrait pas jouer sur ce côté droit avec Vinicius Junior? Parce qu'Akraf latéral, c'est pas non plus son meilleur positionnement. C'est plutôt un piston dans un 3-5-2, quoi. T'en penses quoi de C'est ça? vrai. C'est vrai qu'il avait été notamment sur la photo de famille contre Manchester City où il avait été fragilisé avec énormément de renversements de jeu. Et là, pour le coup, on va se retrouver avec une donne où Achraf Hakimi sera dans le secteur où le Real développe davantage sa créativité. C'est-à-dire que quand tu as Toni Kroos, quand tu as Karim Benzema qui est capable de venir dans cette zone, quand tu as Vinicius, quand tu as Ferland Mendy qui est capable d'apparaître par surprise, ça fait beaucoup de problématiques à résoudre. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que Achraf Hakimi est un meilleur contre-attaquant que défenseur. Et donc, c'est vrai que ça pourrait avoir une importance, d'autant plus que Achraf Hakimi partage, entre guillemets, le même secteur avec Lionel Messi. On sait que Lionel Messi, c'est pas forcément le meilleur défenseur. On sait qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ces secteurs. On sait que, notamment, ce secteur-là est ciblé par beaucoup de clubs de Ligue 1. Je te renvoie notamment à début qui ont été encaissés par le PSG, notamment contre l'Olympique Lyonnais, des renversements dans la zone, dans cette zone-là, et tout de suite, tu es capable t'es capable de créer du danger. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que ça pourrait être une difficulté, notamment pour le PSG. À voir comment on va résoudre cette problématique, notamment pour éviter de laisser Achraf Hakimi en infériorité, parce que moi, je pense que c'est pas seulement la responsabilité du défenseur marocain, mais la responsabilité de tout le monde, parce que on sait très bien que on est capable de maximiser Achraf Hakimi, encore qu'on est capable, on n'a pas forcément cette volonté-là. Il faut aussi trouver un contexte, notamment pour éviter qu'il soit livré à lui-même. Du coup, est-ce que la solution ne serait pas un 3-5-2 avec, si on retrouve un Sergio Ramos à son niveau, tu mets un 3-5-2 avec les Kipembe, Ramos et Marquinhos, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes ou non, Bernat, il est inscrit ou pas? Ouais, il est inscrit. Bernat, il faudra voir parce que les Faut voir, listes non, parce vont qu'il n'était pas tomber. inscrit. Il n'était pas inscrit parce qu'il revenait de blessure, mais je C'est pense que ça. notamment sur la liste qui va arriver en février, il devra en être bon. Voilà, donc normalement, il va être inscrit normalement. Milieu de terrain, du coup, il faudrait voir Verratti avec quelqu'un, sûrement Paredes ou à voir Ndombele s'il signe au PSG ou pas. Tu penses que c'est une solution, ça, le 3-5-2? Mais Alors, il n'est pas c'est la grande habitué. thématique.
Justement, c'est la grande problématique, enfin la grande thématique du côté de la presse ici en France. Moi, je pense que, attention, faut pas confondre système et animation. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tendance à considérer que le 3-5-2 est un faux problème, est une fausse bonne idée, pardon, dans la mesure où, pour moi, ça peut rapidement se retourner contre toi parce que le 3-5-2 répond, il y a des mécanismes qui sont bien définis et qui se travaillent dans le temps. Et on sait très bien que du côté C'est du ça. PSG, ce qu'on manque du côté du PSG, c'est dans le temps. D'autant plus que tu es impacté notamment par beaucoup de blessures qui changent de manière significative la nature de ton équipe. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que le 3-5-2 n'est pas une solution à court terme. Alors, bien sûr, le fait d'aligner Ramos, le fait d'aligner Marquinhos, le fait d'aligner Kipembe te donne l'impression que ça va être un aspect beaucoup plus sécurisant d'avoir ces trois-là. Mais sur la nature des pistons, moi, je suis dubitatif, non pas par la qualité de Nuno Mendes qui devrait être préposé au poste à gauche, ni Achraf Hakimi, que c'est surtout que c'est pas forcément des circuits de jeu préférentiels. C'est pas forcément des circuits de Ouais, jeu non, préférentiels. Et au bout d'un moment, si tu n'utilises pas ces joueurs-là, tu les utilises pas dans une Formule A 4, je vois pas pourquoi tu les utiliseras à 5, sauf s'il y a une réelle volonté. Parce que, encore une fois, quand on parle notamment de l'arrière-garde, c'est aussi à mettre en relation avec ce qui se passe devant. On sait très bien qu'avoir Neymar, avoir Messi, c'est des aspirateurs à ballon. Ils gardent énormément le ballon. C'est pas forcément des joueurs qui sont habitués à combiner avec les latéraux ou pistons. Un Messi, de manière naturelle, il aura tendance à revenir à l'intérieur du jeu et à délaisser notamment son latéral droit. Moi, je l'ai vécu notamment du côté du Barça. Moi, j'avais tendance à appeler cette zone-là la zone morte. C'est-à-dire ouais. qu'on a un latéral droit qui est quasiment et qui est livré à lui-même, à savoir qu'il doit avoir une capacité créative très importante, il doit être en mesure de gagner des 1 contre 1, mais en sachant qu'il aura un ou deux défenseurs, parce que Messi n'est pas un joueur qui va emprunter cette zone. Donc, pour moi, je pense que la nature des pistons, la nature des latéraux, que sais-je, est à mettre en relation avec ce qui se passe devant. Et ce qui se passe devant conditionne notamment le PSG. Notamment ce qui se passe devant. Donc, on va parler de ça. Les trois, là, Neymar, il est encore blessé. Mais Ouais. voilà, Messi, Mbappé, c'est la principale menace pour le Real Madrid. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est la principale menace, c'est le Ah, joueur qui je est te pour coupe. moi. Est-ce que la principale menace ne serait pas que Kylian Mbappé? Voilà, je laisse ça comme ça. Aujourd'hui. Ah oui, là pour le coup, et quand tu regardes les dynamiques des joueurs, bon, encore que Lionel Messi, il s'en est quand même sorti avec 5 buts en 6 matchs des champions, Ouais, ce qui n'est pas c'est vrai. rien. C'est Ça vrai. contraste avec la Ligue 1 où c'est pas satisfaisant quand on s'appelle Lionel Messi, quand on est septuple ballon d'or. Mais c'est vrai que par rapport à ce que demande la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est le joueur le plus près, le plus proche de ce qui ressemble à un match de double confrontation de Ligue des Champions par sa capacité à occuper le terrain adverse dans une configuration hostile. Je renvoie au match contre le Bayern notamment, où il est capable d'effectuer un match d'attente et d'attendre son heure, alors qu'un Lionel Messi, on sait que la Ligue des Champions, ça lui coûte plus. Quoi qu'on en dise, à savoir, c'est le meilleur joueur du monde, etc., etc., mais les faits sont têtus. C'est-à-dire que quand on a parlé des héros du FC Barcelone, il est à inclure dedans. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, notamment face à Manchester City, on est tombé sur la mauvaise version de Lionel Messi. Alors, bien sûr, il est impliqué notamment sur le but de Kylian Mbappé, mais c'est pas comme si sur 90 minutes, il avait fourni une prestation de qualité. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à davantage regarder Kylian Mbappé par sa capacité justement à créer de l'incertitude, à créer du danger, car regarder un Lionel Messi, un Neymar. Un Neymar, il faudra voir dans quel état il va revenir. Il devrait revenir notamment pour le match contre Lille, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça lui laissera une dizaine de jours avant le Real Madrid. On sait très bien que la condition physique est une question très importante pour Neymar, mais aussi pour les joueurs en général, mais surtout pour Neymar, parce que Neymar, on sait très bien que dès qu'il est en manque de conditions physiques, il retombe dans ses travers, à savoir qu'il va garder le ballon plus que d'habitude pour se rassurer, et parfois au détriment de l'équipe. On a déjà eu un échantillon, notamment contre Dortmund en huitième de finale 2020, où il accuse un manque de rythme, et donc forcément, il est dans un objectif de se rassurer, et il déjoue. Après, on dira, il arrive à mettre le but de l'espoir, mais à côté de ça, sa prestation n'avait pas été satisfaisante. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur le trio, qui est un trio que de nom, parce qu'on l'a très peu vu à l'heure. Et ça, c'est forcément dommageable quand on parle d'une équipe qui doit être amenée à se construire et à être compétitive le plus rapidement possible, parce que les huitièmes de finale, on a beau se dire c'est au mois de février, le mois de février, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parlons maintenant des transferts un peu là. Voilà, Kylian Mbappé, Real Madrid, allant dans le Real Madrid. On commence par Mbappé, vu qu'on est avec lui là.
Toi, t'en dis quoi? Là, on est à 5 mois du mois de juillet. Il y a des rumeurs, Le Parisien, RMC, qui disent que Kylian pourrait reprolonger d'un an ou deux. Toi, c'est quoi ton avis sur Mbappé au Real Madrid? Ah, moi, je pense que Kylian Mbappé finira par aller au Real Madrid. Je dis pas ça de manière Mais, est-ce que- intemporelle. Je dis mais cet été, où tu te dis qu'il y a... justement. Vas-y, c'est parti, je te laisse. Non, pour moi, ça sera cet été parce que pour moi, Kylian Mbappé, je pense qu'à partir du moment où il n'a pas encore prolongé son contrat, on est quand même au mois de janvier, on est fin janvier, on arrive début février. Moi, je pense que c'est acté et que pour moi, on est sur un discours entre guillemets de façade sur Kylian Mbappé qui dit qu'il n'a pas encore décidé, alors que pour moi, je pense qu'il devra aller du côté du Real Madrid parce que c'est la suite qu'il veut donner à sa carrière et pour moi, ça me paraît logique qu'il aille cet été. Je vois pas pourquoi il irait après 1 ou 2 ans, d'autant plus que du côté du PSG, il y aura beaucoup notamment d'interrogations quant à l'identité d'un probable nouvel entraîneur, l'identité de l'effectif. Donc il y a ces incertitudes-là qui ne font pas dire que Kylian Mbappé va rester du côté du PSG. Non, moi je pense que du côté du Real Madrid, je pense que c'est acquis. Et donc, côté Haaland, on sait que voilà, Haaland veut partir de Dortmund, il est dans un plus grand club. Forcément, il y a le Real Madrid aussi qui est sur lui. L'information que j'ai, c'est que le joueur et le club vont se réunir à partir de cette semaine. On ne sait pas encore quand exactement, mais vont se réunir pour justement discuter de l'avenir. Le joueur préfère le Real Madrid selon pas mal de médias étrangers. Tu vois une association donc Mbappé-Haaland possible au Real Madrid à partir de cet été ou même à partir de 2023 au pire des cas? Oui, dans l'avenir, mais pas dès cet été, parce que pour moi, ça me paraît très compliqué dans la mesure où tu as quand même deux référents offensifs comme Karim Benzema et Vinicius, va s'ajouter Kylian Mbappé, et donc dans un souci d'équilibre, pour moi, ça me paraît compliqué dès cet été, mais dans le futur, si par exemple un Karim Benzema est amené à partir, pourquoi pas, mais moi, je suis beaucoup plus dubitatif parce qu'on parle de deux joueurs qui ont une forte personnalité et qui sont des joueurs qui ont un rendement qui est quand même exceptionnel au vu de leur âge. Et moi, je pense qu'ils veulent notamment jouer le plus de minutes possible. Et dans cette configuration-là, avec un Vinicius qui grandit, avec un Karim Benzema qui, sauf accident, sera le capitaine numéro 1 du Real Madrid, pour moi, ça me paraît compliqué de réunir les quatre ensemble. Donc plutôt pour 2023 à Londres, au Plutôt Real? pour 2023, parce que, encore une fois, moi, je me méfie notamment. Alors, allant de s'être exprimé notamment en zone mixte après le match, c'était contre Fribourg vendredi dernier, en disant que Ouais, Dortmund c'était le week-end le dernier, c'est vrai. presse, ouais, le presse et l'invite notamment à se positionner de manière très claire, notamment pour son avenir, parce que Dortmund doit aussi s'activer, notamment pour planifier et définir la prochaine saison. Et donc, par rapport à ça, moi, je me dis que j'écarte pas l'idée qui reste, moi. J'écarte Ok, pas l'idée qui reste. ok. Parce que moi, je pense que Ouais, c'est dans une la solution, hein. conjoncture, oui, parce que dans la conjoncture actuelle, s'il veut aller au Real Madrid, s'il y a selon les infos, moi, je pense qu'il serait beaucoup plus inspiré de rester un an du côté de Dortmund, en sachant que du côté de Dortmund, ça reste une belle équipe, mais après, c'est vrai qu'il est probable qu'il parte, parce que voilà, il y a des intérêts notamment financiers avec son agent qui font que. Mais pour moi, sportivement, parce que moi, j'aime bien que les jeunes s'inscrivent dans la durée dans les meilleures équipes, mais Haaland est tellement un enjeu qui est très important pour de nombreux clubs, parce que on sera sur un mercato particulier l'été prochain. On sera sur un mercato d'attaquants, c'est-à-dire il y aura Kylian Mbappé, il y aura Haaland, il y aura Vlahovic. On sait très bien qu'il y a des clubs qui ont besoin de se renforcer offensivement et peut-être que ce mercato estival 2022, c'est l'un des mercatos où c'est là où il y aura le moins de fenêtres de tir possible et donc il faudra être le plus convaincant justement pour recruter ce qui pourrait être les buteurs de l'avenir. Enfin, ils sont déjà les buteurs du présent, Ouais, bien mais sûr. les buteurs qui vont être très importants, notamment sur la scène européenne. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui fourbissent leur arme pour recruter les Vlahovic et Kylian Mbappé et les Erling Haaland, en sachant que derrière, ça va être très compliqué parce que on le voit avec Kylian Mbappé, on est sur un panorama où c'est très compliqué, notamment de recruter ce type de joueurs parce que voilà, ça devient plus compliqué, notamment de les sortir en raison du coût économique. Et donc, raison pour laquelle on a davantage de joueurs qui sont libres. Et donc, par rapport à ça, dès que tu as l'opportunité de recruter ce type de joueurs, que ce soit en qualité de joueur libre, bon, même s'il y a la prime à signature, ou alors avec un transfert qui pourrait être abordable, notamment autour de 80-85 millions pour Erling Haaland, et ben, t'hésites pas. C'est clair.
c'est vrai que sportivement, tu l'as dit, ça serait compliqué d'avoir les quatre, une saison, je dis. Mais tu ne crois pas que d'un point de vue, parce que Karim Benzema, il a quand même, il va faire 35, je crois, ou il a fait 35. Il va sur ses 35 en décembre prochain. Pardon, excuse-moi, voilà, il va sur ses 35 ans. Euh, Sportivement, c'est compliqué, certes, mais est-ce que tu ne penses pas que justement Benzema, en vivant une année avec ces mecs-là, Mbappé et Haaland notamment, il a quelque chose à leur transmettre? Tu vois ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce que c'est que le Real Madrid? Faut que tu vois où t'es, le vestiaire, le public. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que ça va être ils vont être les futurs attaquants du Real Madrid, Karim Benzema, qui serait le capitaine, c'est obligatoire parce que Marcelo va partir en fin de saison, aurait ce message-là à transmettre à, bon, à Mbappé, c'est sûr, mais à Haaland aussi, tu vois. Là-dessus, je suis d'accord, à savoir que Karim Benzema est un joueur et une personne intelligente, une personne intelligente, et il sait très bien que son avenir est plutôt, enfin, ce qu'il a fait, ça va être plutôt derrière lui dans un futur laps de temps, enfin dans un laps de temps très court. Et donc, par rapport à ça, c'est très bien que l'avenir, notamment du côté du Real Madrid, se situe davantage avec Kylian Mbappé, voire un Haaland. Et donc, dans une optique où il arrive en tant que grand frère, oui. Et en plus, c'est l'opportunité de se rapprocher d'une éventuelle Ligue des Champions. Donc ça, c'est des considérations à prendre en compte, notamment pour ce type de joueurs qui ne sont pas forcément peureux par rapport à la concurrence, qui ont envie de voir leur équipe se renforcer et de manière qualitative, parce que Karim Benzema, il va pas bouder justement après une saison où il a quand même bouché les trous. Il a bouché les trous en marquant des buts, en ayant notamment comme alternative un Mariano ou un Jovic dans un premier temps avant qu'il parte en prêt. Car Benzema, il a aussi vécu ce type de saison-là où offensivement, c'était très dur notamment d'avoir une alternative. Et là, pour le coup, le Real sera en mesure de lui trouver notamment pas des alternatives, mais des joueurs de classe mondiale. Et donc, par rapport à ça, dans la réflexion, ça peut aider. Mais écoute, Elton, merci beaucoup d'avoir C'est un répondu plaisir. à mes questions. Qu'est-ce que je voulais te dire? On prévoit un space pour le 15 février, avant match Mhm. after. Je ne sais pas si tu es disponible. Je ne sais pas si c'est un peu tôt pour te le demander, mais voilà, tu es le bienvenu en tout cas. Si tu veux passer soit à l'avant-match, soit à l'après-match, je ne sais pas si tu as le Club des 5 ou Namax, tu auras sûrement des émissions Ok, je spéciales, verrai, je te le dirai. c'est certain. Mais voilà, tu es invité, donc même 10 minutes, hein, c'est très rapide. Donc, bah, merci beaucoup. C'est un Et, plaisir alors. bah, j'espère que tu reviendras sur ma chaîne YouTube. Ok, bah, je te dis ça pour le space tout de suite parce que j'ai eu le planning, j'ai pas Ah, encore fait attention. ok. Et donc, je vais te dire ça très rapidement. Et ensuite, pour la chaîne, il n'y a pas de souci, hein. Parce Bah, que c'est gentil, Elton. j'aime bien parler du Real parce que même si c'est pas bien de le dire, c'est un club qui est tellement fascinant. C'est un club qui est Ouais, c'est tellement vrai. fascinant. Et donc, par rapport à ça, c'est très important, notamment, de voir ce club à un très bon niveau parce que c'est un club qui a une importance capitale et que tu peux pas passer à côté. J'avais vu une vidéo de toi sur, par exemple, Florentino Pérez il y a quelques mois. Je l'avais liké. Mhm. Ouais. Je pense que je vais faire une vidéo sur Florentino Pérez, un de ces quatre, et je t'inviterai et on parlera de Florentino Pérez. Voilà. Ah oui, Bon, il y aurait écoute, beaucoup à dire. Ouais. ouais, il y a Parce que énormément à dire. j'en parlais avec Elias il y a quelques semaines parce qu'il était venu ici. C'est un grand personnage. Très grand, Il y très grand aura un livre à personnage. écrire sur lui. Il y aura un livre à écrire sur lui. D'ailleurs, Faut pas le dire, mais j'essaie de. Hum. j'y pense. Faut pas le dire, mais j'y pense. Ah oui, parce que j'ai essayé notamment d'avoir des livres sur lui, mais En- c'est pas fréquent. je sais pas si en espagnol t'en as pas, mais en tout cas en Même français, en t'as très, espagnol. même en Ouais. espagnol. Ah ouais? Si, si, en espagnol, il doit y avoir deux bouquins, Je crois mais qu'il y en des a un. bouquins qui remontent. Faudrait que je vérifie. Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, moi, bon voilà, écrire des bouquins sur le Real Madrid et pourquoi pas Florentino Pérez, c'est quelque chose que j'ai en tête. Donc voilà. Ok, Enfin bon, bref. je te le souhaite alors. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Ok, à la prochaine.